Regardez les vendredis policiers. Vic Cotronny a fait du chemin depuis l'époque où il était contrebandier. Il est devenu l'un des propriétaires de boîtes de nuit ayant le plus de succès en ville. Dans les années 40 et 50, les affaires étaient prospères pour les propriétaires de cabarets. Les établissements étaient si nombreux qu'au centre-ville, on en trouvait à tous les coins de rue. Partout dans le monde, les mafiosi ont toujours aimé la vie nocturne et en ont toujours eu besoin. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs boîtes de nuit étaient gérées par les frères Cotronny, Vic en particulier. Le cabaret le plus populaire de Vic, le Faisan Doré, est devenu le quartier général de ses activités. Vic gérait lui-même 4, 5 ou 6 boîtes de nuit. Et c'étaient les meilleurs établissements du genre. Il était l'homme de la situation. C'était l'endroit le plus populaire à Montréal, peut-être même au Canada, et l'un des plus courus en Amérique du Nord à l'époque. Tout le monde allait au Faisan Doré, juges, politiciens, journalistes, policiers et hommes d'affaires inclus. Il offrait un divertissement de qualité. Vic Cotronny a fait sa réputation auprès de toutes les classes sociales grâce à sa situation de propriétaire de boîte de nuit, laquelle lui donnait l'allure d'un homme respectable. Tous les soirs, il côtoyait des personnages importants qu'il charmait grâce à son côté mielleux. Ces établissements étaient très courus. Ils attiraient des chanteurs populaires de la France ainsi que d'autres genres de personnes. Des mafiosi de Marseille et des trafiquants corses, par exemple. Le Faisan Doré était donc le quartier général de la mafia montréalaise, et Vic Cotronny en était le propriétaire. Alors que Vic accueille l'élite montréalaise les bras ouverts, ses frères Frank et Pep s'occupent du côté sombre de la vie nocturne, permettant ainsi à Vic de paraître respectable. Durant toute sa vie, Vic s'est servi de ses frères pour s'isoler, les laissant faire la sale besogne. Pep Cotronny était le spécialiste des drogues. Frank était plutôt l'homme de main. Et Vic, de son côté, prétendait ne pas consommer ni vendre de la drogue. Comme il disait, ne battre personne. Quand il affirmait ne pas être impliqué dans ces activités, il n'était pas loin de la vérité. Ce soir, Pep reçoit des trafiquants européens en quête de moyens de faire passer de la drogue aux États-Unis. Puisque Pep était d'origine italienne et qu'il parlait français, il avait réussi à établir des liens avec les gens de Marseille. Les Italiens de New York n'y arrivaient pas en raison de la barrière linguistique. La meilleure héroïne du monde venait de Marseille. C'est pourquoi les Cotronny de Montréal sont devenus le lien unissant New York et Marseille. Ces hommes concluent un marché. Avec l'aide des Cotronny, Montréal deviendra la plaque tournante du trafic de drogue aux États-Unis. L'héroïne française y fera son entrée. Les affaires de Vic Cotronny allaient bon train à Montréal. Dans les années 50, il était tellement impliqué dans le narcotrafic que la mafia new-yorkaise s'est intéressée à lui. La famille Bonanno avait besoin de lui pour faire passer de la drogue via Montréal. Joe Bonanno y a donc envoyé le malfaiteur très connu Carmine Galante. À l'époque, Carmine Galante était le sous-chef de la famille Bonanno. C'était un personnage puissant de la ville de New York. On disait qu'il était l'auteur de 80 meurtres. C'était un malfaisant.
Carmine Galante avait compris que d'immenses profits pouvaient être récoltés à Montréal en tant que ville, mais aussi en tant que lieu de passage d'héroïne. Carmine Galante's here. Your buddy Galante's here. Relax. You think that hurts? Look at me. You ever spill a drink in front of me again, I swear to you, I will put a gun to your head and blow your brains out. You got that? Look at me. Say you're sorry. Sorry. Say you're sorry, Mr. Galante. Sorry, Mr. Galante. Get out of here before you cause a scene. Everything okay, Mr. Galante? Things go a little crazy around here sometimes. En tentant d'accaparer une part du marché montréalais, Carmine Galante a su repérer les personnes influentes. Il s'est vite rendu compte de l'importance de Vic Cotronny. Carmine Galante s'est intéressé à Vic pour différentes raisons. C'était un gérant efficace et puissant qui pouvait employer la méthode forte et qui soudoyait des politiciens. La situation de Vic plaît grandement à Galante. M. Cotronny connaît la ville et entretient des liens importants. Une alliance entre les mafias de New York et de Montréal voit rapidement le jour. Carmine Galante dirigeait les affaires de la famille Bonanno à Montréal aux côtés de Vic Cotronny. En raison de la flexibilité de ce dernier, leur collaboration s'est bien déroulée. Les deux hommes deviennent amis et scellent leur amitié à travers une vieille tradition mafieuse. Chacun devient le parrain des enfants de l'autre. Mais un obstacle à leur relation surviendra en 1955. Éventuellement, il est devenu impossible pour Carmine Galante de rester au Canada. Des policiers des États-Unis avaient informé les Canadiens de sa véritable identité. Il a finalement été expulsé du pays. Carmine Galante et la famille Bonanno se retrouvaient face à un dilemme. Soit ils abandonnaient leurs activités à Montréal, soit ils trouvaient un homme fiable qui allait pouvoir diriger leurs affaires sur place. On confie à Vic la tâche de protéger les intérêts de la mafia new-yorkaise à Montréal. Mais les policiers ne s'arrêtent pas à Galante. Ils traquent son associé, Frank Petrula, le responsable des pots de vin et du chantage de la mafia. Take the money! Take the money! Just don't touch the book! Take the money! Please! Please! Don't! On est allé fouiller la maison de Petrula. On y a trouvé 18 000 $ américains en plus d'un carnet. Il contenait la liste des personnes qui avaient reçu les pots de vin. En tête, on pouvait lire les noms du chef de police, du chef des homicides et du chef des vols à main armée, accompagnés des montants qu'il recevait mensuellement. Frank Petrula tremblait de peur. Il avait fait l'erreur d'écrire des détails concernant ces personnes, corrompues ou pas. Plusieurs pots de vin étaient destinés à des politiciens, à des policiers. Petrula était un homme organisé, mais il ne se souvenait pas de tout. On ne l'a jamais revu. Il est sans doute dans le fond du fleuve. Dans ce temps-là, il était courant d'attacher un bloc de béton aux jambes des personnes desquelles la mafia voulait se débarrasser. Je soupçonne que c'est le sort qui lui a été réservé. Il a disparu. La liste de Petrula compromet les activités de Vic. La publication de la liste des personnes corrompues a mené un mouvement de réforme. Le genre de situation qui déplaît grandement au crime organisé. Le maire de Montréal, nouvellement élu Jean Drapeau, se sert de cette information pour combattre la corruption dans la ville. Il a été le grand réformateur de la ville. À la fin des années 50, il a nettoyé Montréal. Il voulait se débarrasser de la drogue, des gangs, des boîtes de nuit et de la prostitution.
On ferme alors les bordels, les boîtes de nuit et les maisons de jeu. Même l'hôtel de ville et les rues sont nettoyés. Vers 1955, quand les bordels, les cabarets et les maisons de jeu ont été fermés, un auteur a écrit que la vieille dame avait perdu son rire de petite fille. Montréal ne serait plus jamais la même. Jean Drapeau est devenu un héros aux yeux de plusieurs membres de la communauté, mais pas de tous. En instaurant les mesures répressives qui allaient paralyser les activités du crime organisé, le nouveau maire vient de se faire un ennemi puissant en la personne de Vic Cotronny. Attention, une épidémie fait présentement rage. Elle provoque des crises de folie, fait faire des choses complètement insensées. Lâche-moi là, du volant de mélange. Et frappe quand vous vous y attendez le moins. Sans farce. Et je vais être à la télé à 19h30 au Samedi de l'humour. Bon, je vais chercher de la bière. Salut, man! Salut, man! Hey, bonne game, là. Merci. Puis, j'ai-tu manqué de quoi? Il était une fois une très jolie princesse. Il avait des ballons et des grenouilles. Vaisseau spatial. Vroom, vroom, vaisseau spatial. Les enfants ont une imagination sans fin. Une chance qu'Aquadoodle ne se vide jamais. Aquadoodle fonctionne à l'eau. Château fit toutou, chasse au salon de coiffure, s'habille de vêtements chic, chiot de mode, tini popini. Chiot, sac de transport et vêtements additionnels vendus séparément. Salut Marc-André. Allô? Tiens, tes cafés sont prêts. Merci. Et tu ressembles à ton père, toi. Mon père. Quand j'étais petit, j'allais chez Tim Hortons tous les samedis avec lui chercher un café. Bonjour. Bonjour. Allô, Marc-André? En route pour le hockey? En fait, c'était plus des cafés, parce qu'il en apportait pour les parents qui avaient réussi à se lever tôt, eux aussi. Puis c'est devenu notre routine. Au cours des années, j'ai jamais manqué une partie. Et lui, pas un seul de mes buts. Aujourd'hui, c'est moi qui vais chercher du café chez Tim Hortons avant d'amener ma fille au hockey. Les choses changent, mais pas tant que ça. Il y a une histoire derrière chaque café Tim Hortons. Venez raconter la vôtre à uncaféunehistoire.ca. Jusqu'à dimanche, c'est la vente 36 heures de Stéréo Plus. Tout est réduit sans exception et rien à payer avant 6 mois sans intérêt. Profitez-en, Noël approche. Pourquoi êtes-vous venu sur notre planète? Votre planète. Celui qui a été envoyé pour nous détruire si vous mourrez. La Terre survit. Le processus a commencé. Est le seul à pouvoir nous sauver. Alors tout ça, vous pourriez l'arrêter. Le jour où la Terre s'arrêta. À l'affiche le 12 décembre, IMAX en anglais. Qu'y a-t-il de nouveau au Littlest Pet Shop? Le gym remue-poil. Il offre une foule d'activités pour que vos enfants s'amusent avec leurs figurines Littlest Pet Shop préférées. Le gym remue-poil inclut tout ce que vous voyez ici, autres figurines Littlest Pet Shop vendues séparément. Puis, bonne game, les gars! Présent, Mario. Bon. Hey, comment Audrey, là? Je vais te la faire passer en mop, moi! Vous regardez Les Vendredis policiers. En 1956, alors que les affaires de Vic Cotronny vont mal depuis 2 ans, le maire Drapeau tient ses promesses de nettoyer la ville du vice qui l'entache. Le milieu de la pègre fait appel à l'homme qui pourrait l'aider. Vers la fin des années 50, Cotronny était respecté des gens de la rue, tout comme des personnes honnêtes. C'était un homme d'envergure. Il dirigeait des boîtes de nuit ainsi qu'un tas d'activités criminelles.
Il était très bien placé pour s'attaquer à la réforme du maire de Montréal. Lors de la campagne de 1957 pour sa réélection, Jean Drapeau promet des mesures répressives encore plus sévères. Il vise l'élimination complète de la corruption. Mais Vic est prêt. Puisque la mafia est en colère, elle décide de s'impliquer vivement dans l'élection à venir. Pour elle, c'est le seul moyen de reprendre ses activités. Vic Cotroni était le maître de la corruption. Il pouvait acheter n'importe qui. Et si jamais il n'y arrivait pas, il trouvait la personne qui pouvait le faire. Dans le milieu, on dit que si on ne connaît pas la cible, il faut connaître celui qui la connaît. Vic investit dans une caisse électorale spéciale d'1 million de dollars pour défaire les candidats du parti de Jean Drapeau. Ceux qui refusent ces pots de vin se font convaincre de ne pas se présenter aux urnes. I invite all the citizens of Montreal who have the right to vote to get out and vote. 28 octobre 1957, jour d'élection. Une honte à la démocratie. Les brutes étaient postés à certains bureaux de vote, bâtons de baseball en main, afin d'effrayer les électeurs et de les empêcher de voter. Chaque parti rasiait la permanence de l'autre. Ils ont tous acheté des votes. Et on a vu la vieille mafia user de ses gros bras pour s'ingérer dans l'élection. Le directeur général des élections s'était plaint du déroulement du vote. On l'a kidnappé, conduit dans une ruelle, puis on lui a cassé les jambes en roulant dessus avec une voiture. Je me souviens encore de son nom, c'était le docteur Reuben Lévesque. Les Montréalais ne sont pas prêts d'oublier cette journée. 17 personnes ont été blessées par balle et un nombre incalculable ont été victimes d'agressions. Les résultats de l'élection sont compromis. Drapeau a perdu l'élection de 1957. Il était indigné. Il était convaincu que son adversaire avait triché. Les Montréalais ne s'étonnaient plus de rien en raison de la présence indéniable de corruption dans la ville. La mafia s'était prise en main et avait réussi à s'emparer du vote. Business good, Mr. Cotroni? That's some crazy election we had. La mafia souhaitait la reprise de ses activités. Et c'est ce qui s'est produit. Tout était bien organisé. La machine était parfaitement huilée. Après avoir facilité l'expulsion du maire réformateur et de son parti, Cotroni est devenu un homme de pouvoir et de prestige dans la ville. Certains avaient une dette envers lui. Vic Cotroni était devenu un héros dans le milieu de la pègre et un modèle à suivre pour les parrains de la mafia. Une fois son poste de parrain de la mafia montréalaise assuré, Vic peut consacrer plus de temps à sa vie privée. Comme plusieurs mafiosi, Vic avait une maîtresse. Cette femme, il l'a aimée presque toute sa vie. Ils ont même eu un fils ensemble. Ils l'ont appelé Nick, ou Nicodimo, du nom du père de Vic, qu'il aimait sincèrement. Il était fou de son garçon. Mais ce refuge contre le monde extérieur était sur le point d'être révélé. Vic Cotroni a été très discret durant toute sa vie. Mais au début des années 60, Maclean's a publié une série de 5 articles sur la mafia. L'un d'entre eux était entièrement consacré à l'empire montréalais de Cotroni. On l'a même qualifié de parrain du Canada. Celui-ci était si convaincu d'être un homme intouchable qu'il a décidé de poursuivre le magazine en justice. À la surprise de tous, Vic met la revue au défi. Il entame une poursuite très en vue. They call this man the Godfather of Canada. Godfather of Canada, Your Honor, this man has an impeccable record. This is an insult. Your client's reputation speaks for itself. The settlement will stand. Il poursuivait Maclean's pour diffamation et prétendait que sa réputation avait été injustement salie. La Cour a évalué celle-ci et a conclu qu'elle ne valait rien au départ.
C'était une grave erreur de poursuivre McLeans. Il avait intenté cette poursuite car il était certain qu'on ne pouvait rien contre lui en raison de tous les liens politiques qu'il entretenait. Mais il avait tort. C'est un revers embarrassant pour Vic. Le procès a mis en lumière sa maîtresse et leur fils. Il en sort encore plus déterminé à étendre son influence. La base de son pouvoir résidait dans sa capacité de corrompre les politiciens de niveau municipal et provincial. Certains disent qu'il avait soudoyé des membres du gouvernement fédéral, ce qui ne m'étonnerait guère. Vic sort alors son arme secrète, le chantage. Il connaissait des prostituées dont la clientèle se composait entre autres de politiciens. Il a su en tirer profit. Gerda Munsinger faisait partie de la branche du divertissement du crime organisé. Plusieurs de ses clients étaient des politiciens. Pierre Sévigny, un membre haut placé du Parlement, est pris au piège. Gerda Munsinger a mis plusieurs personnes dans l'embarras. On avait découvert que des membres importants du gouvernement fédéral avaient profité de ses faveurs. Ça a causé un énorme scandale. La carrière politique de Pierre Sévigny est ruinée. I am not going to defend myself, no. I shall attack with every means that the law puts at my disposal and others to find out who is at the source of this infamous slander. Ce scandale a démontré ce dont Cotronny était capable. Il pouvait ridiculiser ses victimes à outrance. Il aurait été plus charitable de les faire assassiner. Alors que Vic est à nouveau bien établi dans son poste de parrain de Montréal, la famille Bonanno à New York ne s'en sort pas aussi bien. Joe Bonanno, le père fondateur de cette famille mafieuse, avait dépassé les limites de son territoire à New York. Puisqu'il avait offensé les autres parrains, on le forçait à se retirer. Dans tout ce chambardement, la famille Bonanno tenait à conserver son pouvoir sur Montréal. Elle s'était rendue compte que la ville était la clé qui unissait les mafias américaines et européennes. Le parrain ennemi de Joe Bonanno, Stefano Magadino, dit le croque-mort, compte profiter de la faiblesse de ses rivaux pour mettre la main sur Montréal. Une guerre de gang est imminente. Vic les convoque pour discuter, convaincu de pouvoir calmer les tensions. Plusieurs réunions se sont tenues pour discuter de la question de Montréal, à savoir si elle devait appartenir ou non à la famille Bonanno. Les clans se sont rencontrés à Hamilton et à Montréal afin de résoudre le problème. Vic leur propose un compromis. Il est prêt à accueillir dans ses rangs la jeune vedette montante du clan Magadino, Paolo Violi. L'idée plaît à la famille de Buffalo. Les aptitudes de diplomate de Vic augmentent sa valeur dans le milieu. Un nombre grandissant de mafiosi de passage lui demande conseil. En 1968, les policiers traquent un fugitif recherché par le FBI. Ils l'arrêtent dans l'appartement de la maîtresse de Vic. Vic ne se fait pas arrêter, mais son fils est témoin de la scène. Monsieur Cotronny se promet de ne plus jamais lui faire vivre ce genre d'expérience. Vic ne voulait pas que son fils baigne dans le milieu. Il a donc envoyé sa maîtresse et leur garçon en Floride, là où il pouvait étudier et mener une vie meilleure. Il éloigne son garçon juste à temps. Le danger qu'il guette risque de causer sa perte.
Dossier Justice vous offre la chance d'en savoir plus sur les rouages de la machine judiciaire et vous invite à lire les chroniques de Daniel Proulx, auteur de la série. N'hésitez pas à réagir et à donner votre opinion en vous rendant au canald.com. Leapfrog vous salue. Qu'est-ce que tu préfères des trois? Lire Bob l'éponge, Kung Fu Panda ou alors Disney Princess avec le système de lecture tag de Leapfrog? Moi, c'est celui-là que j'aime. Stylo lecteur tag et livre vendu séparément, pile non comprise, branchement Internet requis. Ici Leapfrog. Le jeune Max qui est là est fou de Leapster. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'avec l'écran tactile, il apprend tout en jouant avec ses héros préférés, comme Ratatouille. Mais toi, t'es pas dedans. Ouais, ben ça, tu devrais leur... La conductrice rejoint le siège arrière. Rocky tente avec force de fracasser une vitre. Je frappais violemment la vitre avec un bout de bois. Je frappais de toutes mes forces et je ne l'ai même pas égratigné. 2 civils et un policier nagent jusqu'à eux, au moment où le véhicule disparaît dans les eaux boueuses. Cette femme allait se noyer et nous ne pouvions rien faire. Et soudain, une lueur d'espoir. J'ai atteint la vitre de la portière du conducteur et elle était ouverte. Travaillant à l'aveuglette, Howard réussit à empoigner la femme. Elle surgit à la surface pour enfin respirer. Paniquée, elle enfonce presque Rocky sous l'eau. Mais il se libère et la conductrice est mise hors de danger. Quelques minutes plus tard, les équipes d'urgence arrivent et la font monter dans l'échelle portative. Les bons samaritains installés sur l'épave attendent d'être secourus. Mais comment Howard a-t-il pu faire passer la femme par une fenêtre qui était fermée quand le véhicule a coulé? La vitre du véhicule est un grand mystère. Il s'est passé quelque chose. Elle était montée quand la voiture a coulé, ouverte le temps qu'il m'a fallu pour sortir la femme, et était remontée quand la conductrice est sortie. Je ne sais pas si on peut appeler ça une intervention divine, mais c'est un miracle que cette vitre ait été baissée juste au bon moment. La réponse demeure une énigme. Mais chose certaine, la réaction rapide de ces 2 hommes courageux a sauvé la vie de cette femme. On ne pouvait pas la laisser se noyer. Et grâce à leur bravoure, Rocky et Howard ont été honorés d'une prestigieuse mention d'héroïsme. Au Québec, les conditions de neige idéales attirent les skieurs et les planchistes au Mont Albert. La poudreuse fraîche est le rêve de tous les surfeurs des neiges. Mais elle va bientôt s'avérer un cauchemar pour Benny Caron. Au moment où Benny disparaît derrière les rochers, il déclenche une énorme avalanche. Oh, God. Oh, God. He's in big trouble. Jean-Pierre, l'ami de Benny, survole les pentes avec sa caméra pour repérer un signe de vie. Nous avons immédiatement cru que Benny était décédé. Oh, my God. Nous ne pouvions l'apercevoir. Il a fallu attendre que le nuage de neige se dissipe pour voir s'il était toujours vivant. Soudain, il aperçoit quelque chose. C'est Benny. Dans ce coin isolé, il n'y a aucune équipe de secours.
Benny ne peut compter que sur la rapidité de réaction de ses amis pour survivre. Mais le versant de la montagne est encore instable. Il a fallu agir très rapidement car le risque qu'une autre avalanche se produise était très élevé. Ne pensant qu'à secourir leur ami, Jean-Pierre et quelques autres personnes se précipitent vers Benny. Quelque chose de brisé. Ils n'en reviennent pas. Il est vivant, mais encore secoué par l'accident. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu le ciel bleu, je me suis demandé où j'étais. Dès que la montagne s'est mise à trembler sous sa planche, Benny a su qu'il avait de graves ennuis. J'étais pris sur la portion de neige qui glissait. Je ne pouvais aller nulle part. Benny est expulsé du nuage blanc. Avant d'être de nouveau englouti par un tourbillon de glace et de neige de 1000 tonnes. Je ne pouvais pas respirer, ni par le nez, ni par la bouche. J'étais sûr de mourir. Jean-Pierre, aidé par d'autres, convertit rapidement un traîneau en civière de fortune. Ils évacuent Benny de la montagne en toute hâte. Il a 2 côtes cassées, un poumon affaissé et un genou fracturé. Mais grâce à des amis qui ont risqué leur propre vie, il a survécu à la menace mortelle d'un gigantesque mur blanc. Je me trouve très chanceux d'être encore vivant. Punta Gorda, Floride. Au beau milieu de ces eaux déchaînées, 2 travailleurs s'accrochent à la vie. James Moss et C.W. Liu enlevaient les débris du barrage quand ils ont tous les deux été emportés par le violent débit. Comble de malheur, ils sont incapables de s'éloigner du barrage, car ils sont attachés à un câble métallique qui les enfonce sans relâche dans le courant bouillonnant. Les bateaux de sauvetage ne peuvent rien faire. Entre alors en scène le plongeur de la garde côtière, Jonathan Rice. À mesure que je descendais, je pouvais voir leurs yeux. Ils étaient terrifiés. La situation était grave. Jonathan plonge. Il était temps. J'ai vu que le visage de l'un d'eux était violet. J'ai donc décidé de le secourir en premier. Quand j'ai vu l'hélicoptère orange et blanc, j'ai su que j'allais être sauvé. Une grande sensation de soulagement m'a envahi. La victime s'accroche désespérément à son sauveteur. Il était absolument hors de question qu'il remonte sans moi. Mais il y a un problème. La tâche les tire tous les deux brutalement sous l'eau. Au moment où il recommence à monter, Jonathan sort un couteau de sa ceinture. En suspension dans les airs, il sectionne le câble. J'ai pris mon couteau, j'ai libéré la victime et j'ai fait signe au pilote de l'hélicoptère. Les deux sont hissés à bord. Mais soudain, on s'aperçoit avec terreur que James Moss, son collègue, a disparu. Une fois dans l'hélicoptère, le mécanicien m'a frappé sur l'épaule en disant que l'autre gars avait disparu. Jonathan retourne rapidement vers le lieu où se trouvait James. Aucun signe de l'homme. Je craignais fortement de remonter un cadavre. Mais quand le plongeur arrive dans l'eau, une main surgit du torrent.
Quand j'ai vu une ombre à travers la chute, j'ai brandi ma main hors de l'eau. Je l'ai regardé dans les yeux en disant « On va vous sortir de là ». Encore une fois, le câble de sécurité menace de faire échouer le sauvetage. Mais 2 coups de lame suffisent à sauver James. Les 2 hommes tiennent bon à mesure qu'ils sont soulevés jusqu'à l'hélicoptère. Ils y arrivent enfin. Les ouvriers s'en tirent avec des blessures mineures et une frousse extraordinaire. J'étais convaincu d'y laisser ma peau. Je suis ici grâce à la garde côtière et à Jonathan Rice. Il nous a dit, on va vous sortir de là. Et il a fait. Campo Grande, Brésil. Un manège cause tout un émoi. Maria de Fatima est sortie de la nacelle et se balance à 15 mètres dans les airs. Remettre le manège en marche risque de la faire tomber. Comme il faudra un certain temps avant l'arrivée des secouristes, l'employé du parc, José Carlos, enjambe la structure métallique à toute vitesse. Il rejoint Maria. Mais ne pouvant se servir que d'un seul bras, José est incapable de la pousser sur le siège. Soudain, elle glisse de son emprise. Mais sa jambe reste coincée. D'autres employés viennent à la rescousse. Tout à coup, c'est au tour de José de glisser. En essayant de s'approcher de Maria, le pied de José dérape. Ses jambes le retiennent autour de la barre métallique, évitant ainsi un plongeon mortel. Un employé tout près aide José à reprendre son équilibre. Il refuse d'abandonner et se joint aux autres secouristes. Finalement, les hommes réussissent à repousser Maria dans la nacelle. Grâce à José et à ses collègues, Maria peut enfin reprendre son souffle. J'ai eu la peur de ma vie. Je criais « Sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici !» Les efforts héroïques de José auraient pu lui coûter la vie. Mais c'est un risque qu'il était prêt à prendre pour sauver une personne. Quand je la regarde, je suis content qu'elle soit en vie. Et quand je me regarde, je suis content d'être aussi en vie. Ils ne sont pas prêts d'oublier qu'un simple tour de manège s'est transformé en véritable cauchemar. Plus tard dans l'émission, un pilote de course est prisonnier de son bolide en flammes. Un photographe doit braver les flammes pour le secourir. Des pompiers effectuent une escalade périlleuse pour sauver un homme coincé à 150 mètres dans les airs. Il n'était retenu que par son harnais. Et un dompteur de lion se bat à main nue contre une bête déchaînée pour sauver son frère. Vous aussi, tirez, cliente. Osturk enjambe la fenêtre. Son pantalon fume. Mais impossible de rallonger l'échelle. Elle glisse et tombe sur le sol.
Le voisin intrépide cramponne fermement ses jambes et se tient prêt. Et... Ostourk lâche prise. Le bon samaritain s'agrippe de toutes ses forces. Épuisant ses dernières réserves d'énergie, l'homme tire Ostourk à l'intérieur. Le cauchemar est enfin terminé. Ostourk s'en sort vivant, grâce en bonne partie à un bon voisin et à une bonne dose de confiance. Avenir. Un lion sanguinaire se retourne contre son maître. Son frère réussira-t-il à le sauver? C'est la terreur dans une cage de cirque. Sans prévenir, le roi des animaux a attaqué un employé, Emad Assami. L'affreuse bataille dure depuis près d'1 heure. Les dents de l'animal sont profondément ancrées dans le poignet d'Emad. Ses doigts pendent de la gueule du félin. Son frère, Abdul, un dompteur de lions, agrippe la crinière de la bête, tentant désespérément de sauver son frère. Abdul empoigne une pique en acier, tentant de faire lâcher prise au lion. Mais l'animal gagne en férocité. Abdul hurle à l'aide, craignant que son frère ne succombe à l'attaque. Les mâchoires puissantes de l'animal mordent dans la veine jugulaire d'Emad. Sans aucun autre recours, Abdul tente de libérer son frère à main nue. D'autres sauveteurs se précipitent dans la cage. Mais le lion traîne sa proie plus loin, prêt à n'en faire qu'une bouchée. Un agent de contrôle des animaux arrive avec un pistolet anesthésiant. Il tire une fléchette. Instantanément sonné, l'animal libère Emad. Abdul court vers son frère et le met hors de danger. Emad a subi plus de 20 perforations et de nombreuses fractures. Mais chose étonnante, il a survécu. Abdul est estomaqué. Le lion qu'il dompte depuis 10 ans a presque tué son frère. Le lion l'a mordu plus d'une vingtaine de fois. J'entendais le son de ses os qui se brisaient. J'ai retenu le lion pendant 45 minutes. Mon frère a gardé son calme. Un autre y serait sûrement resté. Sans le courage inébranlable de ce dompteur de lions, Emad aurait certainement succombé à cette féroce attaque. Ces histoires sont réelles et les rescapés doivent leur vie au courage et au dévouement de parfaits étrangers. J'aimerais remercier tous ceux qui étaient là pour m'aider. Je leur dois le respect. Ils m'ont sauvé la vie. Ne manquez pas les prochains épisodes. Vous verrez. Vous aussi direz, c'est incroyable.